Bonjour à tous. Alors je reviens, attendez, je remets la lumière. Je reviens pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler donc des résultats du test que j'ai fait dans le cadre d'une suspicion de TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai mis du temps à faire ce test. Je ne vais pas y revenir plus que ça parce qu'il me semble que dans la précédente vidéo, j'ai parlé, je ne sais plus trop de quoi j'ai parlé, mais il me semble que j'ai vraiment raconté la période de test. Donc là, je viens surtout parler des résultats. J'étais un peu stressée parce que, en fait, mon angoisse, c'est de me dire, mais si elle me dit que j'ai pas de trouble de l'attention, alors j'en étais sûre à 99,9%. Hein, mais je m'étais dit, bah, si elle me dit que j'en ai pas, qu'est-ce que j'ai, quoi? Enfin, ce serait dramatique parce que du coup, j'aurais pas de solution à mes problèmes. Enfin, ce serait plus compliqué en tout cas. Et donc, bah, j'avais raison, j'ai donc un trouble de l'attention. Donc, je l'avais dit, hein, moi, je pense pas que ce soit avec hyperactivité, ce sera sans hyperactivité. On peut pas dire aujourd'hui que je suis diagnostiquée parce que j'ai vu donc une neuropsychologue. J'ai pas réussi à trouver de psychiatre qui prenait des nouveaux patients. Donc, j'ai vu une neuropsychologue sur Nantes. C'est un cabinet de plusieurs neuropsychologues qui font des tests TDAH et ils font aussi des TCC, des thérapies comportementales et cognitives. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, bah voilà, il y a en effet une suspicion de trouble de l'attention. Donc, c'est un test, parce que je crois que je ne l'avais pas dit, c'est un test qui est cher. Hein. J'ai payé 490 €. C'est donc sur 4 séances. La première séance dure 1 heure. La première série de tests, c'est 2 heures, donc une semaine après. Une semaine encore après, il y a encore 2 heures de test. Et la dernière séance, c'est 1 heure pour débriefer. Alors moi, je m'étais dit, ouais, on va débriefer. C'était hyper fatigant aussi, cette dernière séance de brief, parce que du coup, c'est hyper complet. Évidemment que ça vaut les 490 €. Je vais être honnête, je regrette pas du tout d'avoir dépensé cet argent. Oui, c'est un coût. Mais en même temps, ça me donne tellement d'informations par rapport à qui je suis, comment je fonctionne, et surtout le pourquoi du comment. Enfin, c'était hyper intéressant. C'était difficile à digérer parce qu'on est revenu vraiment sur toutes les phases de test, sur ce qu'on avait fait, ce que ça veut dire. Et j'avoue que moi, au bout d'un moment, ça faisait tellement d'informations que j'ai pas tout retenu. Mais je suis partie avec 17 pages, enfin je les ai reçues par mail, mais je les ai imprimées, 17 pages de comment on appelle ça, de bilan. Et du coup, c'était super intéressant. J'ai pris le temps de le lire à tête reposée. Et ça explique vraiment tout. Enfin, c'était très bien. Enfin, je suis très très contente d'avoir eu tout ça. Donc sur le test, la première partie, c'est vraiment le premier entretien. Le premier entretien, c'est j'ai raconté un petit peu ma vie, ce qui s'était passé, parce que j'ai eu des difficultés à l'école. Donc ça dit, ils appellent ça l'anamnèse. Il y a vraiment, ça raconte ma life, ça va pas être hyper intéressant. Ça démarre à la naissance, vous voyez, la première partie c'est développement à la naissance, donc est-ce que ma mère elle a eu des problèmes pendant la grossesse et tout. La scolarité, donc ça reprend maternelle, primaire, lycée, etc. Sur l'emploi, on explique ce qu'on fait, quelles difficultés on a pu trouver. Le mode de vie, alors la TIMI, c'est le moral je crois, ça met, le moral est globalement bon, voilà. Fonction instinctuelle, le sommeil est qualifié, voilà c'est le sommeil du coup. Antécédents médicaux, donc voilà, j'ai aussi parlé de tous les problèmes que j'ai pu avoir, voilà, les antécédents familiaux, histoire de la maladie et motifs de consultation, donc pourquoi je fais ce bilan en fait. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, il y a toutes les évaluations de tests que j'ai fait, donc c'est des notes, je ne sais pas si on voit, voilà, c'est noté comme ça. C'est hyper bien fait et en fait elle explique à quel exercice ça correspond. Et en fait, elle m'a expliqué que du coup, les notes, elles étaient bonnes. Qu'en effet, pour elle, il y avait une suspicion de trouble de l'attention. Mais en principe, les personnes qui ont un trouble de l'attention, ils ne sont pas dans la moyenne ou au-dessus. Et c'est vrai que moi, pour pratiquement tous les exercices, j'étais au-dessus. Il n'y a qu'un exercice, je crois, où j'étais en dessous. C'est l'arithmétique. Pas, le raisonnement mathématique, mais ça je le savais de toute façon, où je suis légèrement en dessous, parce que la moyenne c'est 10 et j'ai 8. Et il faut être entre 10 et 13 je crois, et soit j'ai 10, soit je suis au-dessus. Là j'ai 15 sur la mémoire, j'ai du coup une bonne mémoire. Et donc, comme elle m'a expliqué, elle ne le fait pas tout le temps, mais dans
sur mon profil, c'était intéressant de le faire parce que vu que j'avais des bons résultats, elle a testé le QI. Moi qui ai toujours rêvé de savoir quel était mon QI. Alors j'avais fait des tests de QI, mais je me disais, qu'est-ce que ça vaut en fait les tests en ligne, voilà. Et en fait, elle a fait ces tests de QI parce que c'était important de savoir où je me situais. Et ça explique en fait pourquoi je suis au-dessus dans les tests alors que j'ai un trouble de l'attention. Parce qu'en fait, alors là, ce que j'ai compris, c'est que la moyenne française ou mondiale, je sais pas, c'est entre 90 et 110. Et moi, je suis un peu au-dessus, je suis à 115 en fait. Donc ça veut dire, je sais pas comment ils disent ça, mais intelligence supérieure. Mais c'est pas, je sais pas, HPI quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que du coup, j'ai des capacités intellectuelles importante. C'est pour ça que toute ma scolarité, on m'a dit n'exploite pas complètement ses capacités. Et ça me gonflait. Parce que moi, j'arrivais pas à faire mes devoirs en fait. C'était compliqué. Et elle m'a dit que c'était aussi pour ça que du coup, je suis décelée tardivement. J'aurais été en échec scolaire. Clairement, on aurait peut-être cherché à pourquoi. Quoi à mon époque, je suis même pas sûre que ça parlait de TDAH. Donc on a juste dit, elle est nulle. J'en sais rien. Et je me dis, mais il y a tellement de gens comme ça qui étaient en échec scolaire et ça se trouve, ils ont juste un TDAH quoi. Voilà. Donc du coup, c'était intéressant de voir que c'est mes capacités intellectuelles qui en fait pallient au trouble de l'attention. Et c'est vrai que pendant tout le test, c'est écrit que j'utilise des stratégies compensatoires pour pallier à mes lacunes, on va dire, neurologiques. Donc c'était hyper intéressant de découvrir ça. Donc elle m'a expliqué les tests, voilà, on a tout décortiqué. Et ensuite, il y a toute une explication par rapport aux tests, ce que ça veut dire neurologiquement. Donc ça, comme elle a expliqué, c'est un petit peu plus dirigé au psychiatre qui du coup me diagnostiquera. Mais j'ai quand même regardé, c'était intéressant et ça m'a vraiment permis aussi de comprendre mon mode de fonctionnement en fait. Qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce qui est plus difficile pour moi? Voilà, ce que je retiens principalement, en tout cas ce que j'ai découvert, parce qu'il y a des choses que je savais, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai un problème d'inhibition. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait un test où il fallait, je pense que vous le connaissez ce test, c'est des couleurs, en fait c'est écrit bleu en rouge, jaune en vert et rouge en bleu par exemple. Et en fait, il faut donc au début lire juste les mots, donc ça j'ai pas de problème à le faire. En revanche, quand il faut juste dire la couleur, moi j'ai tendance à lire le mot. J'ai du mal à détacher la couleur. Et ça montre un problème d'inhibition, j'ai du mal à me détacher de certains trucs. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne suis pas en capacité, en tout cas qui sont plus dures à faire pour moi. Ça me demande beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie du fait de ma concentration. Donc bon, c'est intéressant de savoir. Et elle m'a expliqué aussi que j'avais un problème... donc, je ne sais pas faire de choses à la fois. Bon, ça, je le sais depuis toujours. Mais en fait, elle m'a expliqué que ce n'était pas que je ne savais pas faire de choses à la fois. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je suis capable de le faire. Et des fois pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, elle m'a expliqué. Et c'est hyper intéressant. En fait, elle m'a dit que moi, je capte toutes les informations qui m'avoisinent. Là, par exemple, il y a des voitures qui passent. En fait, mon cerveau, il l'intègre. Et du coup, ça peut enlever ma concentration parce que mon cerveau, il a du mal à... je pense que pour un cerveau normalement constitué, il va réussir à cloisonner, dire bon, je mets en pause les voitures parce qu'il faut que je me concentre sur ce que je dis. Moi, j'ai vraiment du mal à le faire. D'ailleurs, elle m'a donné un exemple précis. C'est un exemple hyper angoissant pour moi, c'est le restaurant. Quand je vais au restaurant avec des amis, c'est hyper compliqué pour moi parce que je dois choisir quelque chose sur le menu. Je parle avec mes copines, il y a de la musique en fond, il y a des gens qui passent. En fait, il y a plein d'informations. Et moi, mon cerveau, il traite tout. Et comme il traite tout, des fois, ça me fait des block-out, quoi. Je vois bien que des fois, je bug. Et constamment, moi, je dis aux gens, attends, il faut que je choisisse ce que je vais dire. Et moi, j'avais dit que je ne sais pas faire des choses à la fois. Alors oui, c'est vrai que c'est la conséquence. Mais à la base, c'est pas que je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois, parce que dans certains domaines, je vais pouvoir, par exemple, là, dernièrement, j'ai téléchargé des jeux sur mon téléphone, parce que voilà, j'avais envie. Et je fais du dessin. Donc du dessin, ça ne me demande pas grand-chose. Il y a juste en tout cas, c'est pas une activité qui est difficile. J'arrive à regarder la télé en même temps. J'ai pas de souci à faire ça. En revanche, regarder Instagram et regarder la télé, je peux pas. Je peux pas faire les deux. Si je regarde, moi je fais toujours pause quand je vais sur les réseaux, quoi. Sinon, je perds le fil. Je suis incapable de faire ça. Donc bon, ça c'était aussi intéressant de savoir. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Alors, elle m'a dit, du coup, vous n'avez pas de filtre. Vous avez certainement pas de tact. Et du coup, là, j'ai dit, non, enfin... Moi, en fait, je dis pas, par exemple, c'est pas mon genre de dire à quelqu'un, cette robe te va pas. Pas du tout. Enfin, et je pense que ça vient du fait que moi, ayant toujours été très susceptible,
je disais pas aux gens des choses que j'aurais pas aimé qu'on me dise. Donc non, moi j'estime avoir du tact. En revanche, il est vrai que quand je suis sous le coup de l'émotion, je n'ai pas de filtre, c'est clair. Par exemple, si je suis en colère, mais je dis toujours aux gens, c'est mieux qu'on se parle pas, parce que comme je suis en colère, ça va pas sortir bien. Je dis des choses très méchantes la plupart du temps. J'ai pas de filtre, c'est-à-dire que tout ce qui me passe par la tête, ça sort. Donc quand je suis en colère, aussi quand je suis joyeuse, par exemple quand je suis joyeuse, je peux dire des trucs sans réfléchir en fait. Des fois des trucs, par exemple les secrets. Quand on me dit des secrets, je sais qu'il ne faut pas le répéter. Mais si je vais être sous le coup de l'émotion, je vais être dans mon émotion et je ne vais pas avoir de filtre. Par exemple, j'ai un souvenir, une fois j'ai une copine, elle nous avait dit le sexe de son bébé, mais il ne fallait pas le dire parce que son mari ne voulait pas savoir. Et juste avant, on a une copine qui avait accouché, qui avait eu une petite fille. J'étais dans cette émotion, j'étais contente et tout. Et puis j'avais dit, non mais de toute façon, je savais que tu allais avoir une fille comme Aurélie. J'avais dit, les deux auront une fille. Et en fait, il y avait le mari de ma copine. Mais moi, j'étais dans mon euphorie en fait. Et j'ai oublié. Enfin voilà, j'avais pas de filtre. Et c'est sorti, et du coup, bah, il était dégoûté, quoi. Parce qu'il voulait pas savoir. Moi, après, voilà, il est hyper gentil, il en a pas fait des caisses, mais je m'en suis voulu. Je dis, ah là là, mais je sais, pourtant, je le savais, mais voilà, je n'ai pas de filtre. Donc, c'est intéressant de savoir ça aussi, que c'est problématique pour moi. J'essaye d'y faire attention, mais des fois, c'est compliqué, quoi. En tout cas, maintenant que je le sais, je vais encore plus y faire attention. Alors, il y avait autre chose. Il y a des choses qui étaient évidentes, hein, comme le fait que j'ai une bonne mémoire, bon, bah, ça je le savais. Il y a des choses qui étaient surprenantes. Alors, moi, il y a eu plein de trucs où j'ai été... Si, ce que j'ai découvert sur moi, c'est que il faut toujours que je sois dans le challenge. Il faut toujours que je donne le meilleur de moi-même. Là, on était en plus dans un test, donc a priori, je me doutais que j'allais échouer au test, puisque j'ai un trouble de l'attention. Donc, ça devait être logique d'échouer. Et pourtant, dès que je donnais des réponses que j'estimais pas à la hauteur, ça me frustrait énormément et moi dans ma tête j'avais raté les tests. Or, j'ai rien raté. Je vais prendre l'exemple de mémoire. Moi je sais que c'est une de mes qualités et en fait j'ai eu l'impression qu'à chaque fois il m'en manquait un mot. Et en plus je comptais sur mes doigts hein, parce que j'avais compris qu'il y en avait 16 à retenir et à chaque fois je disais mince j'ai oublié de dire tel truc quoi. Et en fait elle m'a dit que non, j'ai toujours dit les 16. Et j'ai dit c'est dingue ça, j'ai eu l'impression d'avoir raté mais en fait j'ai pas raté. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper évocateur de ma personnalité. C'est que je suis tout le temps... En fait, j'ai toujours dit, non, moi, je suis pas perfectionniste. En fait, si, je crois que je suis perfectionniste, quoi. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. De toujours vouloir donner le meilleur... En fait, je suis tout le temps en perpétuel challenge, tout le temps. Il faut que tout soit un challenge. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait du challenge. Parce que s'il n'y a pas de challenge, je peux m'ennuyer beaucoup. Elle m'a dit aussi, et du coup ça c'est un avantage pour le coup de ce trouble de l'attention, c'est que j'ai une capacité, attends, comment elle m'a dit? J'ai une capacité, en fait mon cerveau, il est efficace quand j'ai plein d'informations différentes, j'arrive à checker et à trouver une solution. Plus ça va être difficile et plus je vais être efficace. En revanche, si c'est quelque chose de simple, mon cerveau va se dire « Ah bah ok, c'est simple, voilà, je connais la réponse, boum ». Et dans ces cas-là, je me trompe plus que quand c'est dur. Quand c'est dur, il n'y a pas d'erreur. Quand c'est facile, c'est là où le trouble de l'attention est présent. Parce que mon cerveau il va se dire « c'est facile, voilà, pouf », on ressort le truc et il y a souvent des erreurs. Et elle m'a expliqué que, parce que moi dans mon métier... on m'appelait Madame Problème, hein, je devais toujours résoudre des problèmes en fait. Il y avait un truc qui n'allait pas, il fallait trouver une solution quoi. Il y a un client qui n'avait pas de chambre, il fallait lui trouver une solution. Il y avait un client, il avait perdu sa valise, il fallait trouver une solution. En fait, voilà. Et du coup, j'étais extrêmement douée à ça. Elle m'a dit c'est normal que vous étiez douée dans votre travail parce que votre cerveau il tournait à balle tout le temps et c'est dans ces moments-là que vous êtes efficace. Et d'ailleurs, je sais que souvent, moi c'est ce que je préférais hein, quand il y avait des problèmes. Sur le moment, c'était stressant parce que, voilà, on ne sait pas trop comment... Il y a plein de trucs à gérer, mais j'adorais ça. Ça me procurait une sensation d'avoir fait quelque chose d'incroyable, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, les meilleurs souvenirs que j'ai de mes saisons, c'est les inondations, c'est même les décès des gens, enfin, ces trucs qui étaient difficiles à vivre, mais en même temps qui étaient
tellement palpitant. J'avais vraiment l'impression d'être hyper utile et du travail bien fait en fait derrière. Enfin, c'était vraiment génial. C'est mes meilleurs souvenirs en fait. Tous les problèmes que j'ai eus, c'est mes meilleurs souvenirs. Donc ça, c'était assez intéressant aussi de me dire... Voilà, alors quand je fais des vidéos, par exemple, souvent, je passe du coq à l'âne et c'est vrai que des fois, enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est arrivé. D'ailleurs, la dernière en date, c'est quand j'avais parlé de l'hypersudation, je crois, où j'avais donné des nouvelles et j'avais vraiment plein de trucs à dire. Et j'avais pas beaucoup de temps, parce que je partais à un anniversaire, je me rappelle. Et c'est vrai que ce jour-là, d'ailleurs, toutes mes copines, elles m'avaient dit « Ah là, elle était bien ta vidéo, elle était fluide, c'était intéressant et tout. » Et c'est vrai que même moi, je m'étais étonnée de dire « Ouais, c'est vrai qu'elle était bien ma vidéo. » Et j'avais tendance à dire, quand je faisais des trucs comme ça, que c'était pas moi qui parlais, que j'étais guidée par... parce que je me dis « Mais comment ça se fait que d'habitude, je passe toujours du coq à l'âne et des fois, j'ai comme l'illumination et ça se passe bien. » Et aujourd'hui, je comprends grâce à ces tests qu'en fait... plus j'ai des choses compliquées à dire, ça va me demander de la concentration parce qu'il va falloir trier des infos et les ressortir. Et là, du coup, je vais être en hyper focus et ça va super bien se passer. En revanche, si je me dis, là par exemple, je me concentre parce que j'ai plein de trucs à dire et je veux rien oublier, donc c'est un petit peu plus fluide peut-être que d'habitude. Alors que si je vais parler d'un truc, par exemple, je vais parler des TCA, moi c'est un truc que je maîtrise sur le bout des doigts, donc je vais me dire easy, je sais. Et c'est là où je vais faire que des digressions, parce que mon cerveau, il va se dire facile. Et c'est là où je vais pas être efficace. Donc maintenant que je sais ça, c'est top. Ça va me permettre de me dire, bon, sois en hyper focus sur tes vidéos. Si tu as un fil conducteur, si tu te prépares un fil conducteur, tu vas être en hyper focus. Ça devrait être beaucoup plus fluide. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce genre d'informations. Ça me permet vraiment de comprendre quel est mon mode de fonctionnement et ce qui pêche, quoi, et comment y remédier. Donc, pour moi, c'est hyper précieux. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je veux dire. Je m'étais quand même fait un petit menu sur un bout de carton. Je m'étais quand même fait un petit pense-bête pour voilà, les mots absolument que je voulais dire. Donc voilà, il y a 17 pages. Hein. Je ne vais pas vous les lire, c'est pas intéressant de tout savoir, surtout que c'est beaucoup de termes techniques. Donc là, la prochaine étape, c'est le diagnostic par une psychiatre. Donc, elle m'a fait une lettre d'adressage. Parce qu'en fait, elle m'avait mis un nom sur le mail et au dernier moment, elle me dit « Mais en fait, j'ai pas pensé, mais il y a une psychiatre à Nantes qui est spécialisée dans le TDAH, qui est aussi spécialisée en addictologie. Et comme moi, j'ai de nombreuses addictions, la bouffe, la télé, les réseaux sociaux et les dépenses extrêmes, hein, des fois, enfin, même si c'est mieux quand même, elle m'a dit que ça pourrait être intéressant d'avoir cette personne. Donc j'ai hyper hâte évidemment je regarde l'heure parce que j'ai mis un réveil pour y penser aujourd'hui, parce que je ne mets pas réveil, je ne vais pas appeler. Donc je vais essayer d'appeler pour un rendez-vous. J'espère qu'elle va accepter. C'est pour ça qu'elle m'a fait un courrier, parce que voilà, peut-être qu'elle ne prend pas de nouveaux patients. Et moi c'est vrai que j'aimerais bien voir cette psychiatre, ce serait top je pense. Et ça va être intéressant au niveau de mes troubles alimentaires, qu'est-ce que ça va donner en fait de voir ça. La deuxième chose, c'est les TCC, la thérapie comportementale et cognitive. Donc moi, je me suis adressée à un cabinet qui se trouve à Nantes qui s'appelle Trajectoire, pour ceux qui sont de Nantes, où il y a des neuropsychologues qui proposent des TCC. Donc je lui ai demandé un petit peu ce que c'était, est-ce que du coup ça vaut le coup pour moi de le faire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais au final, je ne sais pas ce que c'est. Et c'était hyper intéressant ce qu'elle m'a dit. Alors, il y a eu un genre d'ascenseur émotionnel parce que moi, j'avoue que à chaque problème, j'imagine qu'il y a une solution miracle. Voilà. Et je m'étais dit, ah ben cool, je vais prendre un médicament et puis hop, j'aurai plus de trouble de l'attention et je vais être en hyperfocus, tout va être trop bien, voilà. Et les TCC, je pensais que c'était pareil. Je pensais que c'était magique, quoi. Et elle m'a dit, c'est pas magique, hein. Il faut bien comprendre que les tâches que vous n'aimez pas faire, il va falloir les faire. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait, c'est ça la solution, enfin... merci, je le sais en fait. Ça fait des années que j'essaye de faire des trucs que j'aime pas. Je sais qu'il faut le faire. Je ne l'ai pas attendu pour le savoir. Donc, ça a un petit peu angoissé. Elle m'a dit que... Parce qu'en fait, elle m'a préparé en me disant par contre, c'est une vraie thérapie, c'est pas hyper confortable, quoi. Je dis oui, enfin, moi, je suis prête à... Moi, je veux changer. Je veux réussir à faire à manger. Je veux réussir à faire mon ménage. C'est important pour moi de réussir avec ça. Mais quand elle m'a dit, faut le faire quand même, j'étais hyper déçue, quoi. Je dis, je paye pas 60 balles la séance pour ça en fait, parce que je le sais déjà. Elle me dit en fait non, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que
en fait, voilà, c'est désagréable. On sait que vous n'aimez pas faire des tâches désagréables, mais voilà, il faut le faire. Par contre, vous allez voir que vous allez trouver du plaisir, mais ailleurs. C'est-à-dire que vous allez avoir la sensation, vous allez être fier de vous, vous allez avoir beaucoup de fierté. Donc ça, c'est positif, ça apporte du plaisir d'être fier de soi. Vous allez plus avoir de culpabilité, ben pareil, ça va vous soulager aussi, et vous allez vous sentir mieux, en fait. Donc oui, sur le moment, ça va pas être cool de le faire, mais derrière, il y aura ça. Et il se trouve que quelques jours avant, j'ai une copine qui voulait me voir le week-end, qui m'a dit au dernier moment, j'ai envie de venir te voir. Moi, je me suis réveillée tard, donc son message, je ne l'ai pas vu tout de suite. Elle voulait venir 1h30 après. Et du coup, je lui ai dit, ok, mais viens pas avant 16h30 parce que je veux faire un brin de ménage. Parce que c'était vraiment catastrophique chez moi. Et moi, en plus, j'aime bien quand les gens viennent parce que ça me donne des impulsions pour faire des choses. Parce que moi, de moi-même, ça va rester des mois comme ça. Donc, je me dis, cool, je vais me mettre en action. Donc, je voudrais faire un brin de ménage et puis je voudrais prendre ma douche. Parce que j'étais... j'avais les cheveux sales, tout ça. Donc, je dis, je vais prendre ma douche. Je fais mon petit ménage, je me lave, et puis à 16h30, je prépare... Elle voulait regarder un film, donc j'étais en train de regarder les films. Et à 16h30, je reçois un message. « Ah désolé, je t'ai fait le message un peu tard, n'ayant pas de nouvelles de toi, j'ai prévu autre chose. » Donc, avant un truc comme ça, mais j'aurais été déprimée, quoi. J'aurais dit « Ouais, je dis que j'ai fait le ménage pour rien. » Alors si, objectivement, je l'ai fait pour moi, mais voilà. Elle m'a dit « Je viendrai demain. » Donc, je lui ai dit « Ok. » Et puis le lendemain, elle a eu une grosse migraine, donc elle n'est pas venue. Et en fait, j'étais tellement hyper contente de profiter du fait que ce soit propre. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais rangé pour moi. C'est-à-dire que moi, d'habitude, je fais le ménage que quand je reçois. Et en fait, je ne profite pas vraiment du plaisir que ce soit propre. Déjà, parce que ma copine, elle va venir, ça se trouve, je vais sortir des trucs, parce que moi, je mets le bazar très vite. Et ça reste jamais rangé. C'est-à-dire que quand je range, déjà le soir, c'est dérangé, en fait. Et là, pendant au moins 1 semaine et demie, c'est resté propre. Et c'est vrai que j'avais une vraie satisfaction que je n'éprouve pas d'habitude. Donc, ce qu'elle m'a raconté, en fait, je l'ai tout de suite compris parce que je l'avais expérimenté quelques jours avant. Et je fais, mais je comprends ce qu'elle veut dire. C'est vrai que du coup, ça m'a apporté énormément de plaisir d'avoir une cuisine rangée. Du coup, j'ai pris même du plaisir à... parce que moi, il faut le dire, j'ai un lave-vaisselle pourtant. Mais je ne mets pas systématiquement, après avoir mangé, les trucs dans le lave-vaisselle. Je les mets au-dessus. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais... Voilà, je fais ça. Et puis d'un seul coup, je fais un gros rangement. Voilà. Et c'est vrai que là, ouais, ça a duré 1 semaine et demie. Bon, là, ça commence un peu à s'étaler. Il faut que je recommence. Mais je comprends ce qu'elle veut dire, en fait. Donc, je trouve ça intéressant. Enfin, je pense que je vais aller tâter de ce côté-là. Pour moi, c'est hyper important de me faire à manger, par exemple. C'est des choses que je ne suis pas en capacité de faire et c'est hyper important. Et ouais, j'ai envie de tester. Donc, elle m'a dit, parce que moi, je suis quelqu'un qui faut tout de suite, quoi. Je suis très impatiente. Donc, elle m'a dit, laissez reposer le truc. Voilà, recontactez-moi d'ici 2-3 mois. J'ai 2-3 mois. Je me dis déjà, il faut combien de temps pour un rendez-vous, en fait? Parce que c'est ça le truc. Moi, si dans 2-3 mois, je me réveille, déjà, si je me réveille dans 2-3 mois, il va falloir combien de temps avant de l'appeler? Parce que moi, je peux mettre 1 mois, 2 mois. Là, le TDAH, j'y pense depuis avant l'été dernier. Et je me fais diagnostiquer en février, quoi. Moi, ça m'a pris 7 mois, en fait, pour me dire, allez, j'appelle. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas forcément trop traîner. Bon, là, financièrement, de toute façon, en ce moment, c'est voilà, un peu compliqué. Là, je pense que c'est bien, en fait, d'attendre 2-3 mois. Là, comme je dis, la priorité, c'est la psychiatre. Et puis après, on verra. Voilà, donc je suis quand même très contente parce que... y a tellement de personnes qui m'ont dit « Mais arrête de dire que t'as un TDAH, t'as pas de TDAH, t'es pas hyperactive, ne t'auto-diagnostique pas. Voilà, je suis pas débile, quoi. » Et ça fait du bien, en fait, de se dire « Bon, je fabule pas, j'avais bien compris, en fait, ce qu'était le trouble de l'attention et j'avais bien saisi. Et en plus, je m'étais vraiment bien diagnostiquée. Parce que moi, j'avais dit que c'était sans hyperactivité et que j'avais une hyperactivité mentale, quoi. Donc voilà, je suis contente de ça. Je suis contente de aussi pouvoir justifier certains actes, quoi. D'expliquer aux gens, voilà, écoute, j'ai un trouble de l'attention, donc te formalise pas si je te coupe la parole, te formalise pas si j'oublie ton anniversaire, j'oublie de te faire... Je t'appelle pas, moi j'appelle pas les gens, je pense pas à prendre des nouvelles, j'ai tellement de trucs dans ma tête, je peux pas penser. Et pendant longtemps que j'ai culpabilisé de ça. Alors, encore une fois, j'ai mis en place des stratégies compensatoires. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai mis en place
comment expliquer, qui me facilitent la vie, comme les réveils, par exemple. Les réveils, pour moi, c'est une stratégie compensatoire, quoi. Tout à quoi je dois penser, réveil, que ce soit mes médicaments. Moi, le réveil sonne pour que je prenne mes médocs, sinon je ne les prends pas. Pour tout. Penser à... Par exemple, si je dois penser à... Je vais voir mes parents le jeudi. Bon, bah, si le jeudi, je dois dire un truc à ma mère, je vais mettre un réveil pour le jeudi vers 20 h. Pour être sûre d'être avec elle et de lui dire à ce moment-là. Si je ne mets pas de réveil, jamais je vais penser à lui poser la question, quoi. Donc, moi, il faut que je pense tout le temps à mettre des réveils. Moi, j'en ai plein de réveils. J'ai une liste comme ça de réveil dans mon truc. Puis des fois, ça sonne, parce que des fois, j'ai dans les fois, je fais, ah, ça c'est bon, c'est passé. Donc, le réveil, il sonne tout le temps. Les gens font, c'est quoi, Stéphane? Rien, c'est un réveil. Faut laisser. Voilà. Pareil, l'agenda dans le téléphone, c'est un truc qui m'a beaucoup servi. Parce que moi, je peux pas avoir un agenda à côté. Je l'oublie, en fait, l'agenda. Je le regarde pas. Donc, il faut que moi, je sois dans mon téléphone tout le temps. Quand les médecins me disent bah, je vous mets le rendez-vous sur un petit papier, je dis non, je vais le perdre, ça sert à rien. Moi, il ne faut pas me donner de papier volant, je les perds. Dès que quelqu'un me donne un numéro de téléphone ou quoi, je le mets dans mon téléphone. Je suis sûre. Mon téléphone, je ne le perds pas. Je suis addict, donc j'ai pas de souci avec ça. Voilà, ça aussi, c'est une stratégie compensatoire. Et dans la phase de test, j'utilise souvent des stratégies compensatoires. Quand j'arrive pas à faire quelque chose, bah, je trouve une façon de contourner le problème, en fait. Et ça, apparemment, c'est grâce à mon QI. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, pour le coup, enfin, je vais être honnête, hein, le fait qu'on m'ait dit que j'ai un QI de 115, moi, ça a flatté mon ego de ouf, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas conne. Alors, la plupart des gens à qui je dis ça, ils me disent, mais t'avais l'impression d'être bête. Non, c'est pas que j'avais l'impression d'être bête, mais je me voyais pas intelligente, quoi. Enfin, j'étais pas bête, mais... Et je pense que ça vient du fait que j'ai pas réussi à faire d'études supérieures, j'ai pas réussi à valider... des trucs alors que mes amis l'avaient fait. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai pu me sentir inférieure et me dire, j'ai pas les mêmes capacités que les autres. Moi, j'arrivais pas à apprendre des trucs par cœur. J'arrivais pas à mettre derrière la feuille et apprendre des trucs par cœur. Pourtant, j'ai une bonne mémoire. Donc, c'est paradoxal. Et je pense que je m'étais définie comme quelqu'un, qui sait pas. Il y a plein de sujets que j'ai du mal à maîtriser. Donc, je me disais, oui, je suis pas débile, je suis pas bête, ok. Mais j'ai pas un niveau supérieur. Enfin, je sais que j'avais des copines qui disaient ouais, à mon avis, t'as HPI. Je dis bah non, pas du tout. Enfin, je sais que non, parce que de toute façon, au raisonnement mathématique, je savais que non. Je savais que j'étais pas HPI, quoi. Mais du coup, j'étais hyper surprise. Enfin, franchement, ça a flatté mon ego. Je fais waouh, je suis au-dessus de la moyenne, trop contente. Et du coup, j'ai regardé le truc de test et c'est écrit à un moment donné. Ah, attendez, il faut que je vous le lise. En fait, ça explique les moyennes. Voilà, la moyenne dans la population se situe entre 9 et 11. Et en fait, elle explique que donc au-dessus, c'est qualité. Ou alors, attends, c'est dans les. Non, c'est sûr. Où est-ce que c'est écrit? Je sais plus. Ah, quotient intellectuel moyen fort. C'est pas supérieur, c'est moyen fort. Non, supérieur, je l'ai vu dans... Parce que j'ai regardé, c'était quoi les moyennes. Et il mettait qu'au-dessus, c'était supérieur. Mais ah non, c'est pas 115, c'est 114. Elle m'a dit 115, elle a arrondi. C'est 114. Donc c'est au-dessus de la moyenne des adultes de mon âge, quoi. Voilà. Et en fait, je me dis... En fait, elle m'a dit qu'au-dessus, donc c'était au-dessus, et en dessous, c'était déficience intellectuelle. Et en fait, je me mets à la place d'une personne qui... Alors peut-être qu'ils ne font pas les tests de quotient intellectuel quand tu es en dessous, remarque. Mais je me dis, quand tu fais un test et qu'on te dit que tu es en dessous, ça doit être dur. Pareil, quand tu réussis pas... Enfin, moi, si j'avais été en dessous de la moyenne au test, me connaissant, étant en perpétuel challenge, je pense que je l'aurais mal vécu. Donc, je pense quand même qu'il faut aller à cette phase de test conscient que peut-être on va nous dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Moi, pour le coup, c'est la surprise, en positif. Mais voilà, je pense qu'il faut être quand même en capacité d'entendre que... on fonctionne pas peut-être pas pareil que tout le monde, qu'on a des difficultés dans certaines choses. Moi, ça m'a pas posé problème qu'elle me dise que j'ai des difficultés à faire ci, à faire ça, parce que j'en étais consciente, quoi. Mais ouais, je pense que ça peut être... voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a dit, attention, parce que les TCC,
ça vient remuer des choses. Par exemple, là, vous n'arrivez pas à vous endormir sans la télé. Bon, bah, faut bien vous dire qu'en pratiquant les TCC, il va falloir arrêter de regarder la télé. Et c'est vrai que moi, quand elle me dit ça... Alors, maintenant, je crois que ça me panique moins. Parce que pendant un temps, on me disait... tu mets pas ta télé pour dormir, ça me crée de l'angoisse, quoi. Vraiment. Moi, j'ai peur de faire des insomnies. C'est le problème, c'est que moi, ça tourne à balle, quoi. Si j'ai pas la télé qui m'hyperfocus, j'ai pas l'endormissement. Je me fais des conférences dans ma tête, j'imagine des vidéos que je vais faire et je fais tout le reste dans ma tête. C'est insupportable. Voilà. Gros bug. Bah écoutez, si vous voulez plus d'informations, vous me demandez. Mais je pense que j'étais assez complète. Ça fait plaisir de faire cette petite vidéo. Je vais terminer par donner des petites nouvelles. Je vais beaucoup mieux, mais vraiment. Je trouve qu'au niveau musculaire, bah, le fait de prendre du Doliprane dès que j'ai des douleurs musculaires, ça m'a changé la vie en fait. Et du coup, même si pour l'instant je ne fais pas de sport à proprement parler, bah, je commence à mieux monter mes escaliers. Enfin, ça commence quand même à aller mieux. Je commence à moins transpirer aussi. Là, ça y est, je suis encore descendue en morphine. Donc, je prends 5 et 5. Alors, je prends encore 2 aterdoses. Donc, je suis encore à 20. Mais on est presque à la fin, quoi. Donc, d'ici... si tout va bien, d'ici 2 à 3 mois, je prendrai plus de morphine en libération prolongée. Il me restera certainement les interdoses. Mais c'est moins grave, en fait, de prendre des interdoses. Donc, et je le sens, là, dans le corps, que du coup, il y en a de moins en moins. Et je me sens beaucoup mieux. Je vais aussi me faire traiter pour l'apnée du sommeil, parce que du coup, je sais que je fais de l'apnée du sommeil. Et ça, au niveau de l'énergie, ça va aussi m'aider. Elle m'a dit ça va beaucoup vous aider. Ah, oh, un truc hyper important aussi. Pendant la phase de test, elle m'a expliqué que il faut prendre en compte dans mon trouble de l'attention mes pathologies. C'est-à-dire que le fait que j'ai eu 2 cancers et que j'ai eu 2 fois de la chimio, il est prouvé en fait que ça ramollit le cerveau, quoi. Que du coup, ça a aussi un impact sur le cerveau. Ça se trouve, j'étais un génie avant de faire la chimio. Je rigole parce que je sais que c'est faux. Mais... En tout cas, c'est un impact. Moi, je le vois au niveau de trouver mes mots. Des fois, je cherche mes mots alors qu'avant... j'avais pas du tout ce problème. C'est vraiment que j'avais une qualité, c'était de toujours trouver le mot juste et de pas avoir de problème à parler. Mais c'est vrai que depuis, surtout la dernière là, celle de l'avant, j'ai pas eu l'impression que ça avait impacté au niveau de la mémoire. Mais là, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de m'hyperfocus. Bon, je prends encore de la morphine, donc je me dis, une fois que j'aurai plus de médicaments, on pourra vraiment avoir conscience de où j'en suis. Mais voilà. Bon, j'arrête là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.